Merci à l'équipe de la Cité de l'économie des métiers de demain pour l'organisation de cette nouvelle rencontre qui cristallise quelques-uns des objectifs de l'agence Occitanie Film, à la fois soutenir la création en région dans toute sa diversité, faire en sorte que les films fabriqués ici soient vus longtemps et partout, bien après leur sortie en salle. C'est aussi notre objectif de favoriser les rencontres, de susciter des échanges pour accélérer des parcours, pour participer aussi à la mise en orbite de projets. Alors, dans un premier temps, nous allons revenir sur la fabrication de Kniss Island, l'île sans fin. Puis vous nous parlerez, Boris et Guillaume, de votre nouveau projet, une série documentaire, La vraie vie, que l'on verra prochainement sur la plateforme d'Arte. Et nous aurons aussi un échange plus large sur la question centrale que posent vos films, les liens étroits entre cinéma et jeux vidéo, la création de récits par un réalisateur, dans la vraie vie, un comédien qui est propulsé dans un jeu vidéo, devenant en partie, vous nous direz, et dites-moi si je vais trop loin déjà, devenant en partie le co-auteur d'une fiction dont il est le héros, presque le metteur en scène. Cette hybridation cinéma et jeux vidéo n'est certes pas nouvelle et je compte sur vous, Claire et Sarah, pour nous rappeler que ces films-là s'inscrivent dans une filiation qui a démarré il y a plusieurs décennies déjà, tout en se singularisant par une esthétique propre et par une approche et par son approche aussi documentaire et aboutie. Et pour élargir notre réflexion, nous profiterons également de votre regard, Jérôme Mauricio. Nous connaissons et suivons votre chaîne Exitium et vos chroniques du chaos consacrées à la présentation et l'analyse de jeux vidéo et de films. Le terme même de machinima a été forgé en 2002 par Hugh Hancock et c'est vraiment un mot valise qui associe, qui dit déjà l'hybridation évidemment entre machine et cinéma et animation. Il y a les trois tenants dans ce terme-là. Et il y a eu vraiment un développement, un essor très très fort au milieu des années 2000, essentiellement, des machinima. Ce qui est très étonnant, c'est le dynamisme du genre ou de la pratique du machinima. Donc vous avez compris, c'est un film linéaire fait dans un jeu vidéo ou dans un univers tridimensionnel en temps réel. On a pris une PlayStation 3 et on a pris GTA 5 et on est allé dedans et en fait au début on savait pas vraiment ce qu'on allait faire, mais en fait ce jeu on s'est rendu compte, bêtement en fait on s'est rendu compte que les jeux vidéo sont devenus tellement complexes, tellement grands, tellement avec tellement de possibilités que maintenant il y a la possibilité de faire des documentaires en fait dedans ou même d'être photographe. Il joue à GTA 4, celui-là. Il trouve l'univers génial visuellement parce que déjà GTA 4 s'est inspiré beaucoup du cinéma, Michael Mann, des thrillers, des films d'action. Donc il y a déjà une dimension extrêmement cinématographique. Mais on a monté 10 minutes avec ses premières images, ce premier test en fait avec Victor. Donc cet acteur qu'on invite, qui est un ami à nous, qui ne trouve pas de travail dans sa vie réelle, et on lui propose d'en trouver, mais dans un monde virtuel. Et en fait, l'écriture, je trouve que dans le documentaire, c'est extrêmement compliqué, en tout cas pour ma part, d'arriver à écrire sans faire de repérage, au moins un petit peu. Et dans ce cas-là, en fait, on savait déjà à peu près à quoi s'attendre, quel personnage on allait pouvoir rencontrer, quelle communauté on allait pouvoir rencontrer, quel même ressort dramaturgique et même plutôt même humoristique on allait pouvoir voir. Et grâce à ça, en fait, on a pu écrire avec Boris et avec Ekiem ces épisodes où on s'est dit Victor, il va faire ça, il va rencontrer tel ou tel personnage. Finalement, c'est pas très proche de ce qu'on a écrit parce qu'il s'est passé plein d'autres choses, mais c'était quand même quelque chose d'un peu plus contrôlé. Et c'est compliqué l'écriture documentaire pour Kniss Island, si je peux revenir dessus 2 minutes, mais on n'a presque pas écrit de traitement finalement. Le film s'est financé sans qu'on puisse projeter l'histoire. On l'a fait à la toute fin quand on avait déjà tourné la majeure partie du film. Et on a procédé en écrivant un journal de bord qui racontait un peu la rencontre des auteurs avec l'univers. On décrivait de manière un peu poétique la rencontre avec les gens, le jeu, tout ça. Et on l'a financé comme ça. Après, il a fallu imaginer les situations, évidemment, mais pour ceux et celles qui ont vu le film, à un moment donné, on a un personnage qui est Fish, qui est la Canadienne, et on entend
l'écho de sa pièce dans son micro et on entend son chien et son bébé qui pleurent. Et on savait que ça allait potentiellement arriver, ce genre de scène-là, et il fallait juste trouver le temps et avoir assez de sérendipité et d'hasard et de temps de tournage pour que ça arrive. Voilà. Après, rien n'a été mis en scène dans ce projet comme dans l'autre. Et il faut juste du temps de préparation, etc., etc. Et voilà, on a imaginé des situations qui étaient censées pouvoir se passer pour la vraie vie, et certaines se sont produites, d'autres non. On a imaginé que Victor allait rencontrer un joueur ou une joueuse, devenir ami avec elle, c'est ce qui s'est produit. En passant assez de temps, on sait que ça devrait arriver. Voilà, donc on a scénarisé les 5 épisodes en écrivant un scénario pour chacun des épisodes, ce qu'on n'avait pas fait pour le film. Et la fin a été tout autre. On lui propose déjà une sorte de quête qui est tu vas devenir acteur. Mais il arrive là, bon, il ne faudrait pas que je spoil la série, mais il arrive là-bas et ça se passe pas très très bien, on va dire. Et au fur et à mesure, en fait, il va essayer de trouver un petit peu qu'est-ce qu'il a envie d'être, enfin, qu'est-ce qu'il a envie de faire en fait là-bas. Et c'est toujours une recherche chez lui de savoir qu'est-ce qu'il a envie et puis nous aussi qu'est-ce qu'on aimerait bien raconter. Donc c'est un échange en fait permanent entre cet acteur qui veut jouer aussi, donc sa condition d'acteur principale en fait, elle prend le pas sur sa vraie personne parfois. Et nous en fait qui avons envie aussi de raconter ce Victor, mais qui il est en fait. Et c'est un peu une enquête sur lui et une enquête sur ce monde, un peu en simultané, je dirais. On cherche à retourner dans GTA V, parce que tu pourras en parler, mais c'est un jeu qui offre en matière de relationnel, de roleplay, c'est un jeu d'une grande richesse. Mais on ne va pas réussir à obtenir les droits, parce que le problème qu'on rencontre assez rapidement, c'est qu'on va jouer avec la propriété intellectuelle d'un éditeur qui n'a généralement pas envie de laisser ses droits libres à des créateurs de contenu, en tout cas pour les commercialiser. Parce que dès le début, on a envie de créer un objet qui serait un objet cinématographique, qu'on espère voir un jour au cinéma. C'est un rêve secret qu'on a entre nous, hein, on se le dit. Et donc on décide de changer de jeu assez rapidement et de s'orienter vers DayZ, donc boîte check, un peu plus punk, on va dire. 3 ans de tournage, durant notamment les 2 confinements. On commence le film et on est confiné 2-3 semaines après, bon, ce qui ne changeait pas grand-chose parce que les garçons étaient déjà confinés de toute manière. Et ensuite 2 ans et demi de montage, voilà, et un parcours de production assez complexe parce que il y a de l'écriture, de la réécriture, de l'attente aussi de subventions, il y a de l'attente aussi que tout le monde soit disponible pour pouvoir s'enfermer pendant 3 mois ensemble à jouer, etc. Donc c'est vrai que ça a pris du coup à la fin 6 ans. Et... Combien d'heures d'image, de rush pour le montage ? Je dirais 150 heures, un truc comme ça. 150 heures utiles, mais après il y en avait 220, parce qu'il y avait 2 caméras. Donc il y a la caméra principale, mais moi je faisais aussi beaucoup j'étais un peu la caméra secondaire, pour pouvoir en fait amener le cinéma en fait dans ce documentaire. C'est grâce à ça aussi qu'on a pu multiplier en fait nos points de vue, etc. On capture l'écran de notre ordinateur. Et donc il y a 3 ordinateurs. Et on a attribué à Quentin, le réalisateur qui est sur la gauche, le poste de cadreur. Donc Quentin est le cadreur principal. Guillaume qui est à droite est celui qui pose les questions. Donc il a un micro et l'écran central projette ce que Quentin est en train de filmer. Et Guillaume, dans le film, lui est assigné le rôle de technicien, donc c'est lui qui subvient aux besoins de l'équipe, parce que ça reste un jeu de survie très compliqué, dans lequel il faut se nourrir, manger, boire, et le but premier du jeu, c'est de survivre en fait. Et on parle de jeu, mais c'est plus à proprement parler une simulation de vie, ou une espèce on aime bien dire un embryon de métavers, parce que c'est un jeu, il n'y a pas de but dans ce jeu. L'idée, c'est de rencontrer des gens, une communauté, survivre. La personne que vous voyez au fond à gauche s'appelle Lionel, c'est quelqu'un qu'on a recruté. Du coup, on cherchait quelqu'un qui serait régisseur dans le jeu, parce qu'en fait, on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui avait les fringues de Victor, donc le personnage principal que vous voyez, dans sa voiture, à manger, à boire, et en fait, il pouvait le trimballer un peu partout, suivant les rendez-vous qu'il avait ou les endroits où il voulait se rendre. Là, il y a Quentin, qui est chef-op du coup sur cette série, que vous voyez en bas à droite. Et qui regarde ça très bien, et Victor, notre acteur, qui est au milieu. Il y a beaucoup d'écrans, il y a beaucoup de... En fait, c'est hyper important c'est très difficile d'arriver en fait à trouver un système qui permet qu'on puisse à la fois se regarder dans les yeux entre nous,
et à la fois regarder l'écran. Et en fait, tout ça se mélange et c'est assez particulier de garder une communication facile en fait. Quand il y a des écrans au milieu, quand il y a du son, quand il y a d'autres personnes qui vous parlent. Et le montage, c'est l'outil, par définition, c'est l'outil du cinéma. Et donc se réapproprier des codes, alors oui, on pourra en parler après, se réapproprier des codes du jeu vidéo. Donc là, vous utilisez ce qu'on appelle les 3C. Donc pour ceux qui jouent au jeu, donc notamment la caméra qui fait partie des 3C et le personnage, caractère. Et vous utilisez ça et vous le transformez et vous utilisez le montage comme outil du cinéma pour se réapproprier des outils du jeu vidéo. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on reviendra peut-être sur les exemples là, mais en fait vous vous réappropriez ce que les designers ont pensé pour vous. C'est-à-dire que de toute façon l'univers de DayZ ou de Daisy, moi je dis Daisy ou d'autres univers comme Baldur's Gate, etc., sont des univers qui sont créés par des gens qui codent, des gens qui développent, etc. Donc, ils vous donnent une boîte à outils. Et cette boîte à outils-là, c'est avec ça que vous allez pouvoir faire quelque chose. Et je dis toujours que la créativité vient de la contrainte. Et là, vous avez plein de contraintes. Et vous vous en servez pour créer un format différent. Et du coup, tous vos films seront différents parce que tous les jeux sont différents. Et les jeux proposent différentes boîtes à outils à chaque fois. Aujourd'hui, les contenus qui sont beaucoup plus spontanés, beaucoup plus authentiques, intéressent un nouveau public. Et on commence petit à petit à explorer justement des nouvelles techniques. C'est pour ça que justement, je pense qu'on peut parler de machinima dans ce cas-là. C'est quelque chose où on peut explorer la personnalité de quelqu'un à travers le médium. Les développeurs, éditeurs ne sont pas vraiment enclins à laisser leurs droits d'utilisation. Donc pour favoriser la création de contenu, il faudrait qu'on arrive à trouver un arrangement, mais en l'état, les éditeurs ne veulent pas que des documentaristes s'emparent de leur jeu pour produire du contenu qui pourrait potentiellement nuire à leur produit. Et donc, nous, on a essayé GTA V, ça n'a pas marché. Take-Two, je les ai contactés. 2 semaines après, j'avais un mail de l'avocat qui me disait « Non, vous ne pouvez pas utiliser ce jeu pour ce motif-là ». Et donc, on s'est retourné sur les quelques jeux qui existaient, qui proposaient les systèmes qu'on recherchait. Et on a trouvé Bohémia. Mais ça a été, encore une fois, très compliqué. Parce qu'à la fin des négociations, ils nous ont quand même dit « C'est cool, mais enlevez cette partie et cette partie. » Toutes les scènes qui montraient des bugs et des glitches, ils m'ont dit enlevez-les parce que ça ne représente pas le jeu tel qu'ils veulent qu'il soit perçu. Donc on demande les droits de ce jeu-là. Bohémia, la boîte tchèque, nous dit écoutez, il faut qu'on voit le film avant de vous les donner. Et on décide de prendre le risque et de faire le film sans savoir si à la fin on aura la validation de Bohémia. Et donc on a vécu 5 années de grande angoisse entre le fait de faire le film et d'attendre cette réponse qui est venue finalement à la fin. Les joueurs qu'on a rencontrés, on les a vus un peu même grandir, je dirais. Certains ont eu des enfants aussi pendant le tournage. Et on a aussi un peu, comme on peut voir dans le film, c'est des gens qui étaient un petit peu sur la fin de leur jeu, qui avaient un peu vraiment exploré tout ce qu'il avait à offrir. Et du coup, cette parole, elle est aussi une parole de vétérans de jeu, de gens qui ont un peu essayé d'aller gratter quelque chose au plus profond, quoi. La communauté de départ, qui était un serveur qui s'appelait Le Village, qui avait une certaine éthique de jeu, qui voulait faire du jeu de rôle, c'était des gens qui avaient un certain âge aussi, etc., était perdue. Mais on a réussi à la retrouver à certains endroits, sur d'autres lieux, au fur et à mesure, puisqu'il y avait toujours quand même ces joueurs qui veulent aller plus loin, qui veulent aller aussi sur de la création vraiment, et on a réussi à les suivre jusqu'au bout. Il y a cette notion d'escapisme et il y a une phrase que j'aime beaucoup de Nancy Houston, l'écrivaine, qui dit « Nous sommes des récits ambulants ». Et c'est cette idée que l'espèce humaine est une espèce fabulatrice par essence, qu'on est la seule espèce qui se raconte des histoires, qu'on a fait société autour de ça, et que ce besoin-là de se raconter des histoires et donc de s'échapper éventuellement dans des univers virtuels, c'est un besoin qui est vital. Donc en fait, ce que je trouve très beau dans votre projet, et ce que je trouve très beau quand je vois des gens qui jouent en ligne, c'est cette espèce de pulsion de vie. Parce qu'on dit toujours les geeks qui s'enferment dans leur chambre et qui travaillent sur leur truc. Bon. Je suis au contraire persuadée que c'est des gens qui cherchent à créer encore plus de vie parce qu'ils en ont trop en eux. Il y a un espèce de débordement. Donc je ne pense pas qu'on s'échappe du réel quand on va dans le virtuel. Je pense qu'on essaye d'en créer d'autres. On est dans la démarche de création constante. De joueurs ou joueuses, on passe à créateurs, créatrices, où
ou même caméraman à l'intérieur du jeu. Enfin, c'est ce côté vraiment de décloisonnement qui me paraît, et d'appropriation créative d'un média déjà existant, qui me paraît vraiment extrêmement intéressant dans les productions qu'on appelle machinima. Et encore plus, il me semble, en les ayant étudiés, lorsque, moi j'appelle ça les nouvelles écritures du réel, lorsque on questionne des problématiques documentaires. À quel point est-ce que le joueur impacte le récit? Finalement, en tant que game master, on lui donne un contexte, on lui donne un système, on lui donne tous les éléments pour que les joueurs puissent s'exprimer. Mais finalement, ils font ce qu'ils veulent de ces outils et c'est eux qui vont vraiment mener l'histoire là où ils veulent, vers l'issue qu'ils ont presque choisie, ou en tout cas, ils vont en avoir les conséquences. Donc, c'est presque quelque chose qui est partagé avec le joueur. Et comme on disait aussi tout à l'heure avec Twitch, c'est également quelque chose qui est partagé avec la personne qui va animer le jeu lorsqu'elle va être en stream. Il y a des nouvelles méthodes de narration aujourd'hui qui se font vraiment plus dans l'instant, qui sont vraiment très intéressantes, et je pense qu'on ne fait que commencer la découverte de ces méthodes. La frontière entre les développeurs et les joueurs, ça commence à être de plus en plus compliqué, parce que DayZ sans les joueurs n'existe pas d'une certaine manière, puisque vu qu'il n'a pas vraiment il n'y a pas d'histoire en fait. Donc en fait l'histoire n'est racontée que par les joueurs. Et la réalité, elle existe puisqu'elle est partagée par plusieurs personnes qui vivent les mêmes événements. Et en fait, sans eux, le jeu n'existe pas, n'a pas de... En fait, ils auraient arrêté de le mettre à jour et il aurait juste disparu. Bethesda, et je le sais parce que je connais très bien le lead designer de Bethesda, c'est les gens qui sont recrutés sont des joueurs. Ils recrutent des modeurs parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir maîtriser tout de suite l'outil et que c'est eux qui écrivent en plus. Escapism en anglais, c'est vraiment la notion d'évasion, mais par le virtuel. C'est-à-dire que ça s'applique aux univers virtuels, et notamment aux jeux vidéo, surtout aux jeux vidéo. Et c'est cette idée qu'on s'échappe dans le jeu, on s'échappe dans le virtuel, peut-être des fois pour échapper à des problèmes personnels, ou au contraire essayer de les régler dans l'univers virtuel. Maintenant, il y a même des joueurs qui peuvent s'asseoir sur une chaise et juste attendre qu'il y ait quelqu'un qui passe ou regarder la plage en fait, pendant des heures en fait. Et donc si la contemplation en fait, et si l'ennui même existe maintenant dans le jeu, ce qui peut paraître un peu paradoxal d'une certaine manière, en fait il est possible d'accéder en fait à une intimité, il est possible en fait de parler d'autre chose que du jeu en fait.